C'est un grand plaisir pour moi de participer à la grande famille de l'école, de la maternelle à l'université, des enseignants aux chefs d'établissement, au corps d'inspection, et que c'est un grand plaisir de participer à l'installation de l'ESP. Frédéric Dupin l'a dit il y a un instant, j'ai eu la chance, ou la malchance, quand on arrive à un certain âge, de connaître les écoles normales. Alors pas depuis leur lancement, La première école normale a été érigée à Strasbourg, on l'oublie en général, en 1804, sous le Premier Empire. Mais en 1833, sous Louis-Philippe Ier et avec la loi Guizot, il existait un nombre considérable d'enfants qui étaient scolarisés, quand bien même ils ne l'étaient pas toujours à temps plein, puisqu'ils étaient 1,7 million, alors qu'ils sont aujourd'hui 6,4 millions en France. Mais c'est en 1879, 2 années avant les lois ferristes, que Paul Bert, sénateur, met en place une école normale, de garçons et une école normale de filles par département. Donc le système des écoles normales a duré 120 ans, jusqu'à l'émergence des IUFM, 1990, pour faire simple. Donc 120 ans d'école normale, 20 ans d'IUFM. Je souhaite longue vie et non pas cette progression arithmétique pour les nouveaux ESP. Donc c'est un plaisir pour moi d'être au contact de l'institution qui naît, parce que j'ai eu la chance, ou je disais la malchance, d'approcher de près des évolutions, ayant été moi-même élève-maître dans une école normale d'instituteur, et puis professeur dans une école normale d'instituteur. L'espoir est une mémoire qui désire, Balzac, la condition humaine. Donc, ayons l'espoir que notre mémoire continue à désirer de faire exister des lieux de formation qui soient aussi prestigieux que ceux que je viens d'évoquer. Ce préambule, pour pointer ce qui a été dit, à savoir que je vais m'essayer, et nous en discuterons si vous n'êtes pas trop fatigués, à convenir qu'en fait, la formation ne peut se calquer que sur l'enseignement et en amont encore sur l'apprentissage. En définitive, nous formons des élèves pour qu'ils enseignent avec le plus d'équité possible, avec le plus d'efficacité possible à des élèves. Et donc la formation, elle n'est pas au service de l'enseignement, elle est essentiellement au service de l'apprentissage. Et je vais faire l'hypothèse, qui ne m'est pas spécifique du reste, que la question essentielle qui se trouve posée aujourd'hui à l'école, sur laquelle ou autour de laquelle ou à propos de laquelle la formation a à réfléchir, c'est la question du sens. Cette journée n'a aucun sens. Mon intervention n'en a pas davantage. Rien n'a de sens. Le sens ne gît pas dans une situation. Le sens est dans l'interaction qu'un sujet, vous, moi, vit avec cette situation. Je mettrai du sens, vous mettrez du sens, vous ne mettrez pas de sens dans cette situation. Et s'il est quelque chose qui est très volatile, à propos duquel évidemment il faut que je m'explique, s'il est quelque chose qui fait problème aujourd'hui au sein de l'école, c'est pour un grand nombre d'élèves de considérer que cette institution a encore du sens. Ce sont les élèves qui se posent la question, mais ce sont les parents qui se posent la question, mais ce sont les enseignants qui se posent cette question. Donc voilà comment je vais procéder en 5 étapes, en définitive, présupposant que la formation est au service de l'enseignement et que l'enseignement n'est rien sans les apprentissages auxquels il pourvoit. Je vais dans un premier temps montrer que si toutes ces questions se posent, elles ne se posent pas extra-temporare, elles se posent au sein d'une institution, que l'école en France a un statut particulier,
qu'elle est école comme toutes les écoles, mais qu'en France, de par son origine, elle a un statut particulier. Dans un deuxième temps, on voit bien comment, je dirais implicitement, comment vulgairement, la question du sens peut être abordée. Quand je dis cet après-midi a-t-elle un sens? Peut-être cela fait-il sens pour vous, mais encore convient-il de préciser ce que l'on entend par sens. Et je m'appesantirai un peu sur ce concept pour le décliner à travers quelques auteurs. Dans un troisième temps, je serai sur un registre plus pédagogico-didactique. J'espère que ces deux mots ont une signification pour chacun. La pédagogie est une théorie de l'action. En définitive, quand on parle d'un homme qui est un bon pédagogue, c'est qu'en définitive, il sait enseigner à ses élèves de la manière la plus efficace et équitable possible. Je disais il y a un instant, la didactique s'intéresse au processus d'acquisition et de transmission de connaissances dans un champ conceptuel déterminé. Ce qui fait la spécificité de la didactique, c'est de convenir que si un élève échoue en mathématiques et réussit en français, alors qu'il a à l'école primaire la même maître ou la même maîtresse, cela tient autant à ce qui est enseigné qu'à la manière dont cela est enseigné. Dans un quatrième temps, on s'expliquera autour de la formation. Est-ce que former, c'est mettre à la forme quelqu'un? Les écoles normales, qui avaient pour vocation de normer, de normaliser, étaient inscrites à l'intérieur de ce paradigme, former comme mettre à la forme, former, format, la faisselle avec laquelle on fait le fromage blanc, ou est-ce que former, c'est mettre, est-ce que former, c'est mettre quelqu'un à la forme, ou est-ce que former, c'est aider quelqu'un à trouver sa forme? Et si former, c'est aider quelqu'un à trouver sa forme, alors évidemment, les processus de formation doivent être déclinés en fonction de ce point de vue. Voilà donc comment je vais avancer en rappelant sans doute un certain nombre d'évidences, c'est-à-dire le statut particulier de l'école française. Tout le monde connaît l'école. Et à propos de l'école, c'est comme pour les sélectionneurs d'équipe nationale de sport, tout le monde est sélectionneur et à propos de l'école, tout le monde se vit enseignant parce que tout le monde l'a connu et tout le monde est capable d'en parler et tout le monde doit en parler, mais il existe une certaine professionnalité, c'est celle dont les SPE sont porteurs d'espérance. Alors, l'école en France a un statut effectivement particulier comme toutes les écoles, elle est en fait la courroie de transmission par laquelle une société pense possible de léguer à ses enfants, en définitive, ce qui constitue le patrimoine qu'il convient de leur faire adopter pour qu'ils le circonviennent, le cas échéant, ultérieurement. L'école, quel que soit le pays, a toujours cette finalité. L'école comme une courroie de transmission, dans laquelle un héritage passe d'une génération à la génération suivante. Et quand la société est enrhumée, l'école tousse. D'une certaine manière, ce lieu de transmission d'héritage est fortement dépendant de la nature de l'héritage et du contexte dans lequel s'opère cet héritage. Mais en France, l'école a un statut très particulier qui tient à son histoire, et je dis cela devant les regards d'historiens. Je veux dire qu'il ne faut pas oublier qu'en France, au XIXe siècle, qu'en 1881 est érigée la loi sur la gratuité scolaire, en 1982 la loi sur l'obligation et la laïcité, tout cela s'opère alors que précédemment, le Premier Empire commence en 1804, s'achève en 1815, et puis succèdent les trois royautés de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe. Ce qui fait que la Deuxième République n'existe qu'entre 1848 et 1851. En 1851, le Deuxième Empire, jusqu'en 1870, de sorte que le projet de l'école, quand Jules Ferry le construit, c'est bien sûr le lire, écrire et compter, c'est ce qu'on en retient en général, mais c'est surtout de faire exister la République qui a été, d'une certaine manière, mise à mal
pendant ce qui a précédé 1880. La Deuxième République, 1848, 1851, Lamartine, Victor Hugo. La Troisième République à partir de 1870, avec des aléas en 1870. Donc quand on arrive en 1881, en fait, la République, ça a été très peu de choses. Et l'école française a pour vocation, comme toutes les écoles, le lire, l'écrire et le compter, mais là aussi comme vocation d'être une école de la République. Et je crois qu'il convient de le rappeler, ça. C'est-à-dire que si l'école française a pour vocation d'être le ciment qui fait tenir une société, on voit bien, par exemple, comment actuellement cette question est réfractée dans la loi de refondation de l'école. Je veux dire qu'entre le socle commun de M. Fillon de 2005 et 2006 et le socle commun de connaissances et de compétences s'adjoint en 2012 avec la loi de refondation de M. Péillon, un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. L'idée de culture qui advient aujourd'hui n'advient pas pour n'importe quelle raison. Et si une charte de la laïcité sera prochainement apposée au fronton des écoles, c'est pas simplement parce qu'il existe des questions qui font ressurgir fortement cette notion de laïcité, mais c'est parce qu'on en vient effectivement à une refondation de l'école. Et je crois, peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir ultérieurement, que ces questions sont des questions, que la question de la culture est pour moi aujourd'hui une question essentielle. En définitive, peut-être en reparlerons-nous, qu'est-ce que c'est que la culture scolaire si ça n'est pas seulement l'addition des disciplines scolaires et des savoirs scolaires? Comment l'école peut-elle continuer à avoir cette ambition d'une culture universelle? Parce que c'est ça l'ambition de la République. L'ambition de la République, c'est le partage de valeurs et c'est concevoir que l'école n'est pas un lieu de socialisation et un lieu d'instruction, mais que c'est un lieu de socialisation par l'instruction. Le propre de l'école, et on l'oublie très fréquemment parce que l'école, d'une certaine manière, parfois c'est la classe comme lieu d'instruction et d'éducation, et puis c'est la cour, le conseiller principal d'éducation, l'IPR vie scolaire, c'est la cour comme un lieu de socialisation. Le projet de l'école, ce n'est pas celui-ci. Le projet de l'école, c'est vivre ensemble par le savoir. Ce n'est pas vivre ensemble et apprendre, c'est vivre ensemble par le savoir. Et ce défi-là, évidemment, est un immense défi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'école. Alors la France a ce statut particulier, l'école française a ce statut particulier d'être une école de la République, d'être une école qui pense avoir comme vocation de perdurer dans l'existence de la nation et de surcroît, elle a cette vocation à concevoir que l'universalité, c'est-à-dire des valeurs communes, indépendantes des origines sociales, indépendantes des origines ethniques, indépendantes des convictions religieuses, est possible par la maîtrise du savoir. Donc l'école a un statut particulier et quand on écoute les acteurs de l'école aujourd'hui, on se rend compte que la question du sens est une question centrale. Alors comment c'est une question centrale? Il suffit de donner à parler à des enfants. Quand on donne à parler à des enfants élèves, on entend pourquoi on apprend les dates en histoire, à quoi ça sert de faire du calcul. Moi j'ai une calculette. Mon oncle m'a appris à regarder les étoiles et je sais en connaître, mais à l'école on ne fait jamais ça. Mon grand frère, il est allé dans les grandes écoles, à la faculté, et maintenant il travaille à Carrefour. Il dit souvent à quoi ça m'a servi de passer des examens. Bon, ce ne sont pas des stéréotypes, hein, ce sont des choses que l'on entend quand on ouvre les oreilles. Je veux dire que quand on ouvre les oreilles, le professeur de mathématiques, je pense au lycée en disant cela, entend l'élève dire « mais à quoi ça sert de résoudre des équations du second degré, monsieur ? À quoi ça sert ?» Puis si on écoute un peu plus,
Il dit, mais à quoi ça sert de faire des maths, monsieur? Et puis si on écoute encore, il dit, mais à quoi ça sert l'école? Les élèves aujourd'hui sont affrontés à la question du sens. Et je crois qu'on ne peut pas en faire, l'économie. Il faut savoir répondre à cette question. Et il ne faut pas savoir y répondre parce qu'on a de l'autorité, mais il faut savoir y répondre parce que l'on fait autorité. On peut avoir de l'autorité et ne jamais faire autorité. On peut faire autorité et ne pas avoir de l'autorité. Quand on entend ou quand on écoute les parents, c'est la même chose qui se passe. Enfin, moi, j'écoutais il y a peu dans une circonscription, à Fézin, je regarde Thierry Terret où Vincent Payon passait le lendemain parce que la commune avait conçu un aménagement des horaires scolaires en fonction des propositions qui lui étaient faites. Donc voilà. On s'est saigné, parents, ouvrez les guillemets, on s'est saigné pour que la grande suive des études, elle a son BTS, elle ne trouve pas de travail, je me demande si on fera pareil pour celui qui est au lycée, on ne sait pas si on pourra le faire. Ouvrez les guillemets, il faudrait supprimer les 3/4 de ce qu'on leur enseigne qui ne sert à rien. Ouvrez les guillemets, moi je me suis par exemple toujours demandé à quoi ça sert la géométrie. C'est comme les dictées. Maintenant sur les ordinateurs, il y a des correcteurs pour l'orthographe. Alors il ne s'agit pas d'être démago et de laisser entendre que les parents ont raison. Les parents n'ont pas forcément raison, mais il convient, là encore, comme pour les élèves, de convenir que ces propos-là, ce sont des propos qui mettent en cause, en définitive, très fortement, cette institution qui a pour finalité ultime de faire exister la nation. Et puis du côté des enseignants, alors, un petit mémoire. Avec des programmes plus légers, on pourrait prendre plus de temps pour aider ceux qui travaillent lentement. Je me souviens, on m'a dit qu'à l'école normale, on se demandait quoi enseigner en psychopéda. On était rarement en phase avec les programmes, il paraît. On parlait de textes, de littérature, de romans importants, d'astronomie, de philosophie. Parfois, j'y repense et je comprends mieux mes élèves avec lesquels je fais des dictées, des opérations. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire autre chose? Bon, toujours entre guillemets tout ça. Les enseignants se posent les mêmes questions. Alors c'est leur métier. Il est plus difficile d'abandonner son métier sans doute que de faire état de récrimination, mais la question du sens n'est pas une question de sexe des anges, c'est une question qui est aujourd'hui sans doute centrale et qui est aujourd'hui sans doute au cœur de l'école. Je disais il y a un instant à Société qui est enrhumée, école qui tousse, et il est vrai que l'école, mais ça n'est pas mettre en cause le fonctionnement des enseignants pour lesquels je me vis comme enseignant, je ne me vis pas en dehors du groupe, pour lesquels on ne peut y avoir qu'une grande admiration face aux questions qui sont posées. Si un jour on me demandait mon avis, moi je répondrais qu'il convient de ne pas tomber dans ces travers, que l'école n'est pas un lieu pour apprendre, l'école est un lieu pour apprendre ensemble, à vivre ensemble, ce qui n'est pas du tout le même projet. L'école est un lieu pour apprendre ensemble à vivre ensemble demain. Et si on oublie cette deuxième dimension, alors oui, allons-y, les logiciels, c'est rentable, ça peut être intelligent, mais ça ne permet pas d'aborder la question du groupe, de la vie en commun. Où est-ce que j'en suis? Je chemine doucement, en laissant entendre simplement que l'école, pour l'instant, est un lieu dans lequel se pose, pour les acteurs de l'école, la question du sens, et que cela se pose d'autant plus vivement que, par sa nature même, le sens de l'école est peut-être en train de s'effriter, et que par sa nature même, l'école est un lieu qui, de par son fonctionnement, est à quelque distance du lieu sociétal. Alors je disais il y a un instant, le sens quid. Je vais chercher à l'illustrer. On va venir progressivement à la pédagogie. Mais les théodicées ont évidemment fait leur miel de la question du sens. Le sens, ici et maintenant, en fait, n'a de réelle portée que par l'après.
Et toutes les religions, en fait, se sont nourries de cette question du sens, de cette question du sens, en convenant que le sens de la vie aujourd'hui n'est réel qu'en fonction de ce qu'il adviendra ultérieurement. Et puis, psychanalyse aidant, psychanalyse et herméneutique, ne confondons pas les deux. Psychanalyse aidant, le sens n'est pas dans la transcendance, le sens n'est pas dans la religion, mais le sens nous est personnel. Vous allez trouver du sens dans 5 minutes de ce que je vais dire, j'espère un peu plus, alors que votre voisin, dans le même temps, n'en trouvera pas, et quand il en trouvera, vous n'en trouverez pas. Le sens, c'est quelque chose qui ne relève que de mes filtres, qui relève que de nos filtres, qui ne relève que des interprétations que l'on peut avoir des choses. Et donc, penser que l'école est un lieu de sens, parce que c'est ce qui nous intéresse en dernier ressort, que l'école est un lieu de sens qui progressivement effrite cette question, ça nous conduit vraisemblablement à se dire que le sens est au-delà. Alors, juste une petite parenthèse. Par rapport à l'idée de culture scolaire, c'est quelque chose qui, est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup. Je ne vais pas détailler, mais ce que je crois avoir compris, c'est que les disciplines scolaires sont riches de questionnements ontologiques. Alors, les disciplines scolaires sont riches de questionnements métaphysiques. Oh, c'est simple. J'étais dans une classe de cours élémentaire, 2e année. Et dans cette classe, l'instituteur faisait ajouter des nombres décimaux au tableau. Pas de problème. 1,2 plus 2,3 plus... Les virgules étaient sous les virgules, les parties entières sous les parties entières, les parties décimales sous les parties décimales. L'addition était juste. Et je demande aux élèves, mais tu en as déjà vu des nombres décimaux? C'est un truc seulement à l'école, les nombres décimaux, ça n'existe pas. Eh bien, je leur dis, moi, je vais vous en montrer des nombres décimaux. Ben, ouvrez grand les yeux. Hein. J'ai 2 tartes. Tu la vois la première? Tu la vois la deuxième? Eh bien, la deuxième tarte, elle est comme la première. C'est 2 mêmes tartes. C'est les 2 mêmes. Je mords sur la deuxième tarte. Est-ce que j'ai encore 2 tartes? Ben, monsieur, tu as 2 tartes, mais c'est pas comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu as 2 tartes, mais c'est moins que 2 tartes. Si je mords encore une fois sur la deuxième tarte, est-ce que j'ai encore 2 tartes? Ben oui, monsieur, tu as 2 tartes, mais c'est moins qu'avant quand tu n'avais pas 2 tartes. Et de proche en proche, on arrive à 1 tarte et une moitié de tarte. C'est assez facile, ça. Et puis on arrive à moins. 1 tarte, virgule 1 et 1 tarte, virgule 2. Voilà à quoi ça peut ressembler, si on la dessine au tableau. Mais alors si je mords sur la tarte, 1,1 tarte, est-ce que j'ai encore... Ben non, monsieur, t'as moins. Et ce matin-là, sans qu'on ait utilisé le terme, ce que les enfants ont découvert, c'était l'infini. C'est-à-dire que l'infini, ce n'est pas simplement les nombres qui sont grands comme tous ceux qui vont au ciel, pour reprendre leurs propos, mais qu'entre 1,1 et 1,2, il y a une infinité de nombres aussi infinis que l'infini des nombres. Et pourquoi je développe ça? Parce que quand on fait des mathématiques, on fait autre chose que des mathématiques. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tenter de comprendre ces questionnements ontologiques qui sont ces questionnements métaphysiques, ces questionnements qui ne tiennent pas à une discipline déterminée, mais qui sont des questions que les hommes se sont posées sans doute depuis qu'ils sont hommes et femmes, et qui réfractent des questionnements aussi essentiels que celui-ci. Alors je pourrais en décliner un grand nombre, c'est ce que j'ai fait du reste dans un ouvrage, un autre que celui que Thierry Terret tout à l'heure a eu la gentillesse d'évoquer, de regarder ce que c'est que quand on fait de la géographie, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va chercher du côté d'Éric Dardel, je ne sais pas, il y a sans doute, je dis ça derrière la compétence peut-être d'IPR et d'autres qui ont des compétences par rapport au domaine de la géographie. Ce n'est pas pour rien qu'il invente le concept de géographicité. C'est-à-dire finalement, quand on fait de la géographie, on n'apprend pas simplement ce que c'est qu'une vallée, enfin, on ne fait pas seulement de la géomorphologie, on ne fait pas seulement on s'intéresse pas simplement au corème, on ne fait pas simplement
la géographie économique, on essaye de prendre conscience qu'en définitive, il existe une espèce de cordon ombilical qui nous lie à une réalité finie qui s'appelle la Terre. Et si on est capable, derrière chacune des disciplines, de regarder quels sont ces questionnements qui ne sont pas des questionnements propres à la discipline, mais qui sont des questionnements qui débordent largement la discipline. Est-ce que l'éducation physique et sportive, je dis ça, elle ne s'intéresse pas à la relation entre le corps et l'esprit? Tous les jours, je voudrais sauter plus haut, courir plus vite. Et plus le temps passe, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs, et plus le temps passe, et moins j'y arrive. Donc est-ce que je suis mon corps ou est-ce que je suis autre chose que mon corps? Je referme cette parenthèse. Où est-ce que j'en suis? Je suis en train d'essayer de dire qu'en définitive, le sens est dans l'interprétation que je peux avoir des situations que je rencontre. Et que peut-être un certain nombre d'élèves à l'école sont dans une situation où ils ne trouvent pas de sens parce que, d'une certaine manière, on en reste aux mathématiques et on n'aborde pas, je veux dire, ces questions. Enfin, quand on fait de la géométrie, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'idéalité. On découvre un monde qui n'existe pas. Jamais tu ne traceras un cercle. Trace un cercle. J'ai tracé un cercle, monsieur. Eh bien non, tu n'as pas tracé un cercle. Pourquoi tu n'as pas tracé un cercle? Parce qu'un cercle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas autre part que dans ma tête. L'ensemble des points à égale distance d'un point fixe appelé centre, c'est une vision complètement idéalisée de quelque chose que je ne peux pas reproduire. Je me souviens de cet élève, une étudiante qui faisait sa thèse avec moi sur la notion de vérité dans le cadre de l'enseignement des mathématiques. Et j'allais de temps en temps dans sa classe, et elle enseignait en collège et en lycée. Et je demande aux élèves, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je venais à peu près tous les 2 mois dans sa classe. Eh bien, j'ai pas compris. L'élève, c'était une jeune fille, se tourne vers la prof. Dame, vous nous avez dit encore l'autre jour qu'une droite, c'était un ensemble de points. Ben ça j'arrive pas à le comprendre. Et pourquoi tu n'arrives pas à le comprendre? Ben parce qu'une droite, ça ne peut pas être un ensemble de points. Et pourquoi ça ne peut pas être un ensemble de points? Ben va dessiner. Et que dessine l'élève? Un collier de perles. Mais elle explique qu'une droite, ça ne peut pas être un ensemble de points, qu'il doit y avoir quelque chose entre les points. Parce que s'il n'y avait rien entre les points, ça ne serait plus des points. Qu'est-ce qu'elle découvre? Qu'en mathématiques, on fonctionne, en géométrie en l'occurrence, on fonctionne sur un monde d'idéalité. Et dans la classe, à ce moment-là, un élève en profite pour dire, mais dame, c'est pareil alors. Vous nous dites, tracez une droite sur la feuille. Mais on ne trace pas de droite sur la feuille, parce que si on traçait des droites, elles sortiraient des feuilles, madame, les droites. Puisque la différence entre une droite et un segment, c'est une droite, c'est illimité. Donc c'est aussi une convention. Et alors la prof, ce jour-là, a fait des maths. Allez, il faut que j'arrête. Elle a fait des maths parce que elle leur a parlé de la géométrie de Lobachevsky, elle leur a parlé de la géométrie de Riemann. Et à ce moment-là, une droite, qu'est-ce que ça devient à la surface de la Terre? Et on a fait de la topologie. Enfin, bon, vous avez compris. Un auteur que je trouve intéressant parce que c'est un philosophe de l'absurde. C'est un philosophe de l'absurde, non pas parce qu'il est absurde, mais parce qu'il explique très bien qu'en définitive, nous vivons dans un monde qui n'a pas de sens a priori. C'est Albert Camus dans Les Noces, et dans ce recueil de 4 nouvelles, et dans Les Noces à Tipasa, il a ces propos que je trouve magnifiques. Est-ce que vous le partagez, ce magnifique? Trouver du sens, c'est questionner les abîmes de l'existence, avec une question aussi existentielle que celle-là. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Trouver du sens, c'est se dynamiser en s'engageant. Se dynamiser en s'engageant pour affronter ce que l'on dénonce. C'est celui qui est encore plus magnifique, parce que sans doute plus poétique, c'est trouver la sérénité du premier matin dans l'amour et dans la paix. Le sens, c'est tout ça à la fois. Et en cherchant à préciser la portée de ce concept, j'ai le sentiment maintenant que je n'éclaire rien, mais au contraire que j'en situe toute l'épaisseur. Or, je disais il y a un instant, la question de l'école, c'est d'aider les élèves à trouver du sens
dans ce qu'on leur fait vivre, mais si le sens est aussi compliqué que ça, alors comment on va s'en sortir? Moi, je vais m'en sortir avec Gilles Deleuze, philosophe qui en 1969 écrit Les logiques du sens. Et Deleuze laisse entendre que le sens tire ses origines du rapport à soi, aux autres et au monde. En définitive, cet après-midi aura du sens si, par rapport à ce que je suis, par rapport aux questions que je me pose, si il existe un rapport entre ce qui se sera passé et ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais. Mais le sens, il est aussi dans le fait que j'ai retrouvé des collègues, que j'ai retrouvé des occasions d'échanger, que j'ai trouvé une autre culture. Il est dans le rapport aux autres, il est dans le rapport au monde. Penser avec les élèves que je peux donner du sens à ce que je leur enseigne si je les aide à cette activité, à propos de laquelle je vais revenir, à cette activité de réflexivité, se réfléchir sur, pas simplement de réflexion, mais de réflexivité. Prendre le temps. Maintenant que tu sais ce que tu sais, c'est pas qu'est-ce que tu sais seulement, c'est maintenant que tu sais ce que tu sais, qu'est-ce que tu as compris que tu n'avais jamais compris, ou quelles questions émergent qui n'avaient jamais émergé. Le sens comme découlant du rapport à soi, découlant du rapport aux autres et découlant du rapport au monde. Alors donnons-lui maintenant forme à cette question du sens au sein de l'école, en cherchant à répondre à la question comment aider un élève à trouver du sens à l'école. Je fais la suggestion très simple que le sens, très fréquemment à l'école, il est relégué à un après. C'est-à-dire que le sens est dans l'usage. D'une certaine manière, je me souviens de cette classe d'école primaire dans laquelle une maîtresse avait fait pousser des haricots d'Espagne. Donc les enfants avaient poussé des haricots d'Espagne et le haricot avait donné une hampe feuillée. La hampe feuillée avait fait éclore une fleur et de la fleur avaient émergé des graines. Et la question que pose cette petite fille à la maîtresse, c'est... Donc la maîtresse voulait leur montrer qu'une graine, ça donnait une graine. Et la petite fille pose la question à la maîtresse, mais maîtresse, la première graine, d'où elle vient? La réponse de la maîtresse a été, attends, quand tu seras grande, tu verras. Le sens est dans l'usage du savoir. C'est comme ça fréquemment que fonctionne l'école. C'est bien vrai que pour un certain nombre d'élèves, penser que ce qu'on enseigne a de sens par rapport à un métier ou une famille de métiers à laquelle ils se destinent, c'est excessivement important. Le sens est dans l'usage. C'est-à-dire, c'est comme si le sens était dans le rapport entre le présent et le futur. Du reste, ce n'est pas pour rien que l'école bruisse de la notion de projet. Qu'est-ce que c'est que le projet? C'est en définitive anticiper un avenir. Et l'école, si elle est aussi accro, ou si elle était aussi accro par rapport à l'idée de projet, c'est parce qu'elle considérait que le ici et le maintenant ne trouvaient de signification que par rapport à l'usage que l'on pourrait en faire demain. Eh bien, je fais l'hypothèse, enfin quand je dis je, c'est un jeu collectif, que le sens est autant dans le rapport entre le présent et le passé qu'il n'est dans le rapport entre le présent et le futur. Le sens est autant dans le rapport entre le présent et le passé qu'il n'est dans le rapport entre le présent et le futur. C'est-à-dire que, finalement, une question permanente qui n'est que peu abordée, elle commence à l'être à l'école, c'est de montrer aux élèves que l'école, c'est je disais tout à l'heure, je crois quelque chose comme, c'est le lieu d'un héritage, c'est un lieu d'un héritage, l'héritage que nous lèguent tous ceux qui nous ont précédés. Classe de collège, théorème de Pythagore. La somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale à la valeur du carré de l'hypoténuse. Pythagore, ça vous dit quelque chose? Alors, des élèves qui oscillent entre Pythagore, il n'est pas d'aujourd'hui, Pythagore, il doit être d'hier, mais à l'école, on n'enseigne pas des choses qui sont d'avant-hier. Et leur dire à un certain moment
que Pythagore, c'est, pour faire simple, moins 500 avant Jésus-Christ, que moins 500 avant Jésus-Christ, plus 2000, moins 500, plus 2000, ça fait 2500. Que 2500, c'est le même écart de temps, s'il existe encore des hommes pour le voir, de l'an 4500. Alors à ce moment-là, Pythagore prend une autre dimension. Il y a 2500 ans, cet homme-là, mais comment il est arrivé à ça? Les savoirs à l'école sont des savoirs déhistoricisés, sont des savoirs qui ne sont pas en lien avec les conditions de leur émergence. Et les conditions d'émergence du savoir sont toujours une entreprise aventurière pour l'homme qui s'y est confronté. Dire que Pythagore, il a été champion de pugilat aux Jeux Olympiques grecs 2 années consécutives, qu'il est passé chez Thalès. Thalès, le théorème de Thalès, monsieur, oui, c'est ça. Le Thalès, là, il était sur la Grèce, mais la Grèce, là, dans les îles, auprès de l'Asie mineure, près de la Turquie, voilà. Et puis après, il a passé 18 ans en Égypte. Et il a ramené de l'Égypte les fractions. Mais les fractions, monsieur, les fractions, 1100 avant Jésus-Christ, pour faire vite. Et puis les fractions, le Nil, qui inonde ces terrains. Et comme chaque année, le Nil inonde, on ne sait plus quand les terrains sont inondés et que l'inondation disparaît. Où est mon terrain? Où est ton terrain? Et donc, ton terrain, il était plus grand que le mien ou il était plus petit que le mien? Et comment on est arrivé, 1100 ans avant Jésus-Christ, à construire les fractions? Quand, je veux dire que, il ne faut pas le redire, mais il faudrait, enfin, il serait bien, ne soyons pas normatifs, il serait intéressant que de l'histoire soit faite dans toutes les disciplines, pour que l'on montre, en définitive, d'où viennent les savoirs, et comment les savoirs sont le résultat que les hommes et les femmes ont apporté à des questions auxquelles ils se sont trouvés confrontés dans le cours de l'histoire de l'humanité. Les savoirs à l'école, non. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, c'est vieux, monsieur? Alors, quelque chose qui m'a un temps beaucoup intéressé. C'est un mot qui donne des boutons, j'espère qu'il ne provoquera pas d'épidermite chez vous, c'est le mot épistémologie. Épistémologie, logos, discours, épistémé, science, c'est la réflexion critique sur les principes, les méthodes et les conclusions d'une science. Alors science, non pas au sens d'astronomie, de physique, de chimie, mais science au sens d'un corps de savoir constitué. Et donc une réflexion épistémologique, c'est ce que peut faire un instituteur qui est capable de dire à ses élèves, pour chacune des disciplines qu'il enseigne, voilà, à la fin de l'année, les 3 idées essentielles que mes élèves devraient avoir retenues. Non pas tout ce qu'ils devraient savoir, mais les quelques idées centrales autour desquelles s'articule la totalité des autres savoirs. Cette réflexion épistémologique, elle est une manière aussi de donner du sens à l'école, pas simplement à travers l'apprendre pour faire, pas simplement à travers l'histoire des savoirs, mais à travers la capacité à aider les élèves à construire le sens d'une discipline. Parce que vous pouvez regarder autour de vous, demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est que les mathématiques, demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est que l'histoire, demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est que... Et on peut avoir fait des maths pendant très longtemps sans être capable de répondre à cette question difficile. Parce que pour répondre à cette question difficile, il faut cerner ce que d'aucuns appellent le paradigme, c'est-à-dire le noyau central, la matrice disciplinaire de cette discipline. Et on n'observe pas toujours comment les paradigmes évoluent à l'intérieur de chacune des disciplines. Comment, d'une certaine manière, on continue à enseigner le français, mais on enseigne aujourd'hui les typologies de texte, alors qu'hier, on s'est intéressé à la linguistique et qu'avant-hier, on mettait l'accent sur la littérature. Comment une même discipline n'évolue pas seulement parce que les savoirs s'actualisent, mais parce que la conception que l'on a de la discipline évolue complètement. Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de profs de dessin, il y a des profs d'art plastique. Et pourquoi les arts plastiques se sont substitués au dessin? Et quelle conception on a des arts plastiques? J'étais la semaine dernière à Haïti avec un IPR d'arts plastiques
et dans un milieu démuni, il disait, ben regarde, c'est facile moi de les initier. Donne-moi ton post-it. Allez, je mets le post-it là, je mets un post-it de couleur au milieu de la page. Et puis, je demande aux élèves tout ce qu'il est possible de faire avec ce post-it. Et il y en a qui vont proposer je sais pas moi, de peindre de la même couleur la feuille que le post-it. Il y en a qui vont proposer de le mettre comme ceci ou de le mettre comme cela. Il y en a qui vont proposer d'utiliser des ciseaux par rapport au post-it. Qu'est-ce que c'est qu'un regard esthétique sur les choses? Si je suis capable de répondre à cette question, alors ce n'est pas simplement une multiplicité de notions qui est en jeu. Et c'est vrai pour chacune des disciplines enseignées. Si à l'école, on n'enseignait pas des mathématiques, mais on enseignait une culture mathématique, si on n'enseignait pas des sciences, mais si on enseignait une culture scientifique, si on n'enseignait pas, bref, chaque discipline pourrait être déclinée, mais la culture de cette discipline, alors sans doute s'intéresserait-on à ce qui constitue le cœur, le fondement de cette discipline. Le fondement étant du côté du noyau central. Et puis, il y a quelque chose, j'arrive pas à dire, monsieur le recteur, Thierry Terreil a fait référence tout à l'heure, il y a l'anthropologie. J'ai écrit un livre avec un ami psychanalyste, et le livre a pour titre « Pour une anthropologie des savoirs scolaires ». Et Jacques Lévin, qui est décédé depuis, on pensait savoir ce que c'était que l'anthropologie tous les deux. Il était à la maison. Pour nous, anthropologie, le concept central, c'est celui de culture. Anthropos, l'homme, logos, le discours, c'est ce qui fait la spécificité de l'homme. Et puis on a regardé dans le dictionnaire historique d'Alain Ray. Et on a vu qu'Alain Ray propose que anthropologie puisse naître du rapprochement de toros et d'anthros. C'est-à-dire que ce n'est pas andros, androgyne, ce n'est pas l'homme, mais c'est anthros, c'est anthropologie, serait formée de la liaison entre andros et toros. Toros, en grec, c'est le sperme. C'est comme si, symboliquement, l'anthropologie s'intéressait à comprendre comment l'homme est capable de féconder de l'humanité. C'est un beau projet, ça, pour un SP. Ici, on forme de l'humanité. Ici, on ne fait pas qu'apprendre. Ici, on ne fait pas que suivre des cursus, mais ici, on féconde de l'humanité. Et le problème et la question anthropologique, c'est de s'intéresser au savoir scolaire pour tenter de regarder à travers les savoirs scolaires ce que j'évoquais tout à l'heure à propos, par exemple, de la culture scolaire et de ces questions ontologiques, même si je fais un raccourci trop rapide entre ontologie et anthropologie. En définitive, je crois que c'est le sens, s'il est pour moi dans une situation différente de ce qu'il est pour toi, c'est parce que nous avons une histoire, parce que nous sommes issus d'une famille déterminée, nous fonctionnons dans un contexte culturel donné qui est à chaque fois différent. Qui disait tout à l'heure que chaque élève était singulier, comme chaque formé est obligatoirement quelqu'un de singulier. Alors, si tout ça, je le transforme maintenant en notion d'ordre pédagogique, je fais peut-être un saut un peu rapide, il faudrait que je prenne le temps maintenant de montrer comment chacune de ces notions, faire en sorte que l'école soit un temps et un lieu pendant lequel, à certains moments, il existe des enseignements frontaux, ne rêvons pas, et aussi des situations qui soient des situations qui fassent question parce que leur réponse n'est pas immédiate, est une manière, en définitive, de trouver du sens dans une situation dont on se demande quel sens elle peut avoir. Donc faire exister des situations problèmes, et je prends la précaution oratoire de dire ne rêvons pas d'une école où tous les enseignements relèvent de situations problèmes. Il y a, et cela se justifie, et on pourrait le faire complètement, des activités qui sont aussi des activités frontales. Il y a des moments où on doit monter ses gammes, il y a des moments où on n'invente pas la conjugaison, même si il y a la grammaire de Rodari. Enfin, bref. Situation problème, à partir de là, les représentations des élèves. Qu'est-ce qu'elle devient, l'eau d'arrosage des plantes? Qui est-ce qui les a arrosées l'autre jour dans la classe? C'est toi qui les as arrosées? Alors qu'est-ce qu'elle devient?
Ben, monsieur, l'eau d'arrosage des plantes, l'eau d'arrosage des plantes, elle va dans la soucoupe. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Il y en a qui ont une autre idée. T'en dis le fort, j'entends pas. L'eau d'arrosage des plantes, elle va dans la terre. Pourquoi tu dis qu'elle va dans la terre? Parce que c'est comme ça que la terre, ça la durcit et c'est pour ça que les plantes, elles se tiennent droites. C'est intéressant aussi. Si on parvenait à dire dans un institut de formation quel est le commun qui rassemble au plan pédagogique, indépendamment des cursus, et qui, en quelque sorte, fonde la culture du lieu, la culture de ces lieux qui ont été les IUFM aussi difficiles pour mettre en place une culture commune entre les ENNA, les écoles normales et puis les CPR, risquent de se retrouver de la même manière dans les SP. Comment est-ce qu'il est possible de construire quelque chose qui est de l'ordre d'une charte pédagogique indépendamment des cursus? Alors, il faudrait que j'en vienne très rapidement. Concernant la formation, alors, oui. Enseigner, c'est pas former. Ça, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la logique de l'enseignement, c'est la logique des savoirs. La logique de la formation, c'est la logique des pratiques. C'est-à-dire qu'une infirmière qui sort de son école d'infirmière, si je lui demande de me réciter les cours qu'elle a pu avoir pendant son école d'infirmière, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'avoir une perfusion de sa part. Et quand, dans un centre de formation, ce qui est premier, ce ne sont pas les pratiques, évidemment, on est plus dans des situations d'enseignement qu'on est dans des situations de formation. Alors les choses sont plus compliquées que ça. Je suis en train de dire que la logique de l'enseignement, c'est la logique des savoirs. Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, c'est pour que ce quelqu'un maîtrise les savoirs en jeu. Et que la logique de la formation, c'est la logique des pratiques. Mais c'est plus compliqué que cela. Parce que la logique de l'enseignement, c'est la logique de la pratique des savoirs. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de dire que quelqu'un qui maîtrise un contenu de savoir, c'est quelqu'un qui a compris comment il avait maîtrisé ce contenu de savoir. Ce n'est pas pour rien qu'on parlait, il y a un instant, de réflexivité ou de temps métacognitif. Et alors, si vous poursuivez, la logique de la formation, ça n'est pas que la logique des pratiques, c'est la logique des savoirs de la pratique. C'est-à-dire que, sans doute, ce n'est pas pour rien que vous avez parlé d'analyse de pratique tout à l'heure, sans doute que la logique de la formation, c'est la capacité à comprendre pourquoi j'agis comme j'agis, pourquoi je pratique comme je pratique. J'aimerais pouvoir faire travailler les élèves en groupe. Mais dès lors que les choses m'échappent, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se joue à mon niveau? La logique des savoirs de la pratique. Est-ce qu'il m'est possible de construire des savoirs sur ma pratique? Puis professionnaliser, c'est plus que cela encore. Et si les SP ne sont pas simplement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, c'est parce que ce sont des lieux qui ont une ambition qui est pas seulement de former, de professionnaliser aussi. Et bon, il faudrait prendre le temps de discuter de la professionnalisation. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire dans cette salle. Mais je veux dire que former un professionnel ne s'oppose pas à l'amateur. Il y a des pompiers professionnels, il y a des pompiers, alors on ne dit pas amateurs, on dit volontaires, qui font un travail identique aux pompiers professionnels. Et il y a des musiciens amateurs qui n'ont pas fait leur métier de la musique qu'ils sont capables de produire, qui n'ont pas fait leur métier de cela, mais qui jouent très bien. Donc le professionnel, c'est tout à la fois celui qui appartient à une profession, c'est important ça, la culture d'une profession. C'est ce que élève dans une école normale d'instituteurs, mais il n'y a personne qui soit de cet âge-là ici. Tous les organismes autour de l'école participaient, mais dans les IUFM aussi. C'est la culture d'une profession. Et professionnaliser, c'est avoir le sentiment d'appartenir à une profession déterminée. Et c'est identifier les compétences professionnelles qui sont de l'ordre de cette compétition. La différence entre un métier et une profession, c'est que, je vais vite, c'est qu'un métier a une obligation de résultat, alors qu'une profession a une obligation de moyens. Si j'embauche
un artisan pour réparer ma plomberie, il y a une obligation de résultat. Si j'embauche un avocat pour plaider à ma place, il y a une obligation de moyens. Si je vais consulter chez un médecin, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a qu'une obligation de moyens. Et les enseignants sont une semi-profession, sans doute, parce qu'ils n'ont pas obligation de résultat, mais ils ont obligation de moyens. J'aime pas ces interventions qui se terminent en eau de boudin, mais je vais quand même clore pour ne pas être trop long. Ce que j'aurais dit pour terminer, il y avait encore 4 diapositives, mais tenons-nous-en à 4h30. Ce que j'aurais dit pour terminer, c'est qu'il me semble que la question du sens des apprentissages, comme la question de la formation, est en rapport avec 2 grandes notions auxquelles il faut donner toute leur plénitude, qui sont la question du rapport au savoir et la question du rapport à la loi. Ce qui se joue en classe, ce qui se joue dans un centre de formation, c'est mieux aider les élèves, c'est mieux aider les étudiants à comprendre leur rapport au savoir. Pourquoi tu es devenu ce que je suis devenu, ce que tu es devenu, pardon. Quel lapsus. Alors, ce que je suis devenu, moi, c'était prof de biologie. Et il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Et j'ai compris, j'avais des cours qui étaient ceux du développement psychophysiologique de l'enfant. Et chaque fois que j'avais ce cours, je passais un film qui montrait une naissance. Et comme encore actuellement, quand j'observe ce genre de situation, il y a une émotion très vive qui m'étreint. Et il m'a fallu quelque temps pour comprendre que j'étais devenu prof de biologie parce que j'avais un vieux compte à régler avec ma propre naissance. On ne devient pas enseignant pour n'importe quelle raison. Alors, il ne s'agit pas de faire de la psychologie de bazar, mais si on prend le temps de tenter de comprendre pourquoi on est devenu ce qu'on est devenu, alors on se rend compte que l'on vit avec le savoir, dont on a la responsabilité quand on est enseignant, une relation particulière. Quand vous rencontrez un prof, il ne vous dit pas « bonjour », seulement. Il vous dit qu'il est prof de maths ou prof de techno ou prof de... Et à partir de là, il y a une culture qui est spécifique à chacun de ces milieux. Et si dans les salles de classe, dans les collèges, on échange si peu, c'est aussi parce qu'il est très difficile d'échanger à propos des cultures spécifiques à chacune de ces disciplines. Et la question de la formation, comme la question de l'enseignement, c'est une question d'aider les élèves, aider les étudiants à comprendre quel est le rapport qu'ils vivent avec le savoir et évidemment quel est le rapport qu'ils vivent avec la loi. Qu'est-ce que c'est que faire autorité par rapport, je disais, je crois tout au début, par rapport à avoir de l'autorité. Ce n'est pas parce que je suis prof, ce n'est pas parce que j'ai de l'autorité, ce n'est pas parce que cette autorité m'est déléguée par l'État auquel j'appartiens que je fais autorité. Et c'est une belle question à se poser. C'est moi qui suis prof de, qu'est-ce que c'est que faire autorité dans ma discipline? Et moi qui suis prof de, qu'est-ce que c'est que faire autorité à travers l'enseignement que je vais dispenser de moi? Alors je vous offre quand même la dernière diapositive. J'en ai été très content, c'est pour ça que... Vous allez me dire si elle vous parle. Je ne sais pas si c'est visible du fond, je vais le lire alors peut-être. Aider les élèves ou les personnes en formation à interroger leur rapport au savoir et leur rapport à la loi constitue le début de cette prise de conscience du fantôme d'autrui que chacun porte en lui et qui détermine ou non, face à l'inconnu de l'apprendre et à la puissance symbolique du savoir, une relation de sens et fait de l'école le lieu d'un apprendre ensemble aujourd'hui pour vivre ensemble demain, ce qui est le défi de la démocratie. Alors je crois que, oui, ce défi de la démocratie, je vais terminer par ces 3 mots, c'est d'une certaine manière savoir réhabiliter notre mémoire. Ce n'est pas pour rien que je parlais d'histoire, des savoirs. C'est donner tout le pouvoir à la raison. Et c'est enfin permettre la nécessaire liberté de débattre. Je vous remercie.